Imaginez la France, au milieu du 19e siècle. C'est un pays en pleine ébullition. Pendant que les villes se transforment et que la politique est en plein chaos, une autre révolution, bien plus silencieuse, est en train de se jouer dans les bibliothèques. Oui, les romans sont sur le point de changer complètement de visage. Alors, la grande question, c'est comment en est-on arrivé là? Pourquoi, tout à coup, les écrivains ont-ils tourné le dos aux grands héros du passé, aux amours parfaites et aux destins extraordinaires? Eh bien, tout simplement parce que le monde lui-même avait tellement changé que les vieilles histoires ne suffisaient plus pour le raconter. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut regarder d'où on part. On sort du romantisme qui cherchait l'idéal, qui exaltait l'émotion et qui se tournait vers un passé grandiose. Et là, un nouveau mouvement déboule, le réalisme. Son but, remplacer l'idéalisme par la vérité, même si elle est crue, remplacer l'émotion par l'observation froide et remplacer l'héroïque par le quotidien. Bref, c'est un changement radical de perspective. Alors pour vraiment saisir cette révolution artistique, il faut d'abord jeter un œil à la société qui l'a vu naître. Une France en plein bouleversement, secouée par des crises politiques et une transformation industrielle absolument sans précédent. Regardez cette chronologie, on voit bien que tout s'accélère à une vitesse folle. En quelques décennies à peine, la France passe d'une révolution à un empire, elle instaure le suffrage universel masculin, et elle voit ses villes, comme Paris, se métamorphoser sous l'effet de l'industrialisation. C'est dans ce chaos créatif que la littérature a dû, en quelque sorte, se réinventer. Et forcément, dans ce contexte, les romans romantiques, avec leurs châteaux et leurs passions idéalisées, commençaient à sonner un peu faux. La vraie réalité, c'était l'émergence d'une nouvelle classe ouvrière, c'était les progrès de la science, c'était les problèmes sociaux qui explosaient dans les villes. Il fallait une nouvelle littérature pour raconter ce nouveau monde. Ce nouveau mouvement s'est donc vraiment construit contre quelque chose. Les écrivains réalistes ont très consciemment rejeté l'idéalisme de leurs aînés. Ils ont abandonné les histoires qui se passaient dans un Moyen-Âge de fantaisie. Désormais, la matière première du roman, on l'a trouvée dans la vie de tous les jours, ici et maintenant. Bon, passons maintenant aux pionniers, ceux qui ont défini les règles de ce nouvel art. Des écrivains qui n'avaient absolument pas peur de montrer la société telle qu'elle était, sans jamais chercher à l'embellir. Stendhal, c'est l'un des premiers à formuler cette ambition. Pour lui, la littérature doit être vraie. Son but, ce n'est pas de plaire ou de faire rêver, mais de dire le vrai, même si ce vrai dérange un peu la morale ou n'est pas très beau à regarder. Et pour dire cette vérité-là, ils font un nouveau style, ce qu'on va appeler le style sec. On oublie les phrases à rallonge et les images polétiques. L'écriture se veut directe, presque chirurgicale, pour qu'il n'y ait aucune distance entre le lecteur et la réalité brute. Et pour atteindre ce style, Stendhal avait une méthode, disons, pour le moins surprenante. Il lisait le Code civil. Oui, le Code civil. Pourquoi ? Parce qu'un texte de loi, c'est l'exemple parfait du style objectif, précis, sans aucune fioriture. Il voulait que son roman ait la même clarté, la même force. Un autre précurseur, c'est le grand Honoré de Balzac. Lui, sa méthode était différente, mais le but était le même. Son truc, c'était le détail, une obsession du détail. En décrivant précisément les lieux, les vêtements, l'argent de ses personnages, il voulait créer un miroir si parfait de la société de son temps que son œuvre, la comédie humaine, deviendrait une sorte d'archive du réel. Mais voilà, pour la génération d'après, refléter la réalité comme un miroir, ça ne suffisait plus. Une nouvelle ambition est née, celle de disséquer la société pour comprendre comment elle fonctionnait de l'intérieur. Le projet de Balzac, donc, c'était de créer un miroir, de refléter la surface de la société. Mais la nouvelle génération, elle voulait prendre un microscope pour analyser les rouages cachés derrière les apparences. Et là, on arrive à un moment clé, avec cette question posée par les frères Goncourt. Ce n'est pas juste une question, c'est un véritable manifeste, c'est un acte politique. En gros, ils demandent si le peuple, les classes dites inférieures, ont enfin le droit d'exister en littérature. Parce que jusqu'ici, on ne s'intéressait qu'au drame des riches. Et d'un coup, le roman s'ouvre à des personnages qui en étaient totalement exclus. On ne raconte plus seulement la vie des grandes familles, mais aussi la misère des ouvriers, le quotidien des domestiques et les luttes de tous les jours des petites gens. Leur roman, Germigny-Lacerteux, marque un vrai tournant. Il est inspiré de l'histoire vraie de leur propre servante et il explore sans aucune concession sa double vie, l'alcoolisme, les dettes. C'est l'un des premiers romans à se donner pour mission de faire une véritable enquête sociale sur les plus démunis. Et ça prépare le terrain pour le mouvement suivant. On entre maintenant dans la phase la plus radicale de cette révolution littéraire, menée par un titan, Émile Zola. Avec lui, l'écrivain ne se contente plus d'observer, il devient un scientifique. Pour bien voir la différence, c'est assez simple. Balzac voulait être un miroir de toute la société. Zola, lui, il resserre la focale. Il choisit une seule famille, les Rougon-Macquart, et il l'étudie sur plusieurs générations, comme un biologiste le ferait, pour voir comment l'hérédité et le milieu social façonnent les destins. La méthode de Zola, on pourrait presque la résumer à une formule.
Pour lui, la vie d'une personne est déterminée par deux grandes forces, ce qu'elle a hérité de sa famille, l'état, les prédispositions, et le milieu dans lequel elle grandit. Le roman devient alors la démonstration quasi mathématique de ce déterminisme. Et Zola l'assume complètement. Il le dit lui-même très clairement, il ne cherche pas à juger ses personnages, ni à donner des leçons de morale. Son rôle, tel qu'il le voit, c'est celui d'un savant qui expose des faits, qui décrit les mécanismes sociaux et biologiques, qui mènent un personnage à sa perte ou à son succès. Et voilà, la boucle est bouclée. En l'espace d'un demi-siècle, la fonction même du roman a été redéfinie. D'un simple divertissement, il est devenu un instrument puissant pour explorer, critiquer et comprendre la société. Un héritage qui marque encore profondément la littérature et même le cinéma d'aujourd'hui. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale, presque vertigineuse, posée par les naturalistes. Si les forces biologiques et sociales sont si puissantes, quelle place reste-t-il pour le libre arbitre, pour la volonté de chacun ? C'est peut-être la question la plus moderne que nous a laissée cette incroyable révolution littéraire.